Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer un nouveau programme. Il s'agit du programme de l'Eurocode, l'Eurocode 7. Donc, comme vous savez, l'Eurocode 7, c'est l'Eurocode qui concerne conception géotechnique. Ok? Donc, pour ce cours-là, je vais essayer de vous donner le maximum possible de comment utiliser les règles de dimensionnement de l'Eurocode pour dimensionner tous les ouvrages géotechniques dans la limite des possibles. Même si c'est pas tout, en tout cas le maximum possible. Donc, je vais essayer de prendre des exemples, des cas pratiques de plusieurs pays. Parce que comme vous le savez, l'Eurocode, c'est pour l'Europe, mais quand vous changez de pays, d'un pays à un autre, il y a des petites modifications, euh, des petits paramètres qui changent. Voilà. On va essayer de parler de tout ça là, dans ce programme, dans ce cours. Et comme d'habitude, pour chaque vidéo, il y aura une version en français et une version en anglais. Voilà. Donc, les liens vers chaque version, vous pouvez voir en bas dans les commentaires de chaque vidéo. Donc, j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Et, ok. Donc, voici le contenu de ce cours-là. Donc, pour le chapitre 1, c'est juste les généralités. Chapitre 2, c'est les bases de la conception géotechnique. Et chapitre 3, c'est les essais en, du sol, recherche et puis essais. Et chapitre 4, c'est les fondations superficielles. Chapitre 5, c'est les soutènements, les ancrages, là, les câbles qu'on utilise euh, pour les murs de soutènement et autres. Chapitre 6, comment on appelle ça? Les tirants, par exemple. Voilà. Donc, chapitre 6, c'est les ouvrages de soutènement, partie 1. Ça, c'est surtout des écrans de soutènement, les murs, les écrans de soutènement. Par exemple, les pare-planches, les parois moulées et autres. Voilà. Chapitre 7, ouvrage de soutènement 2. Donc là, ce sont les murs de soutènement, les murs poids. OK? De gravité, là. Et chapitre 8, c'est stabilité des pentes, remblais et défaillance hydraulique. Défaillance hydraulique, ce sont des ruptures hydrauliques, en fait. Pas rupture hydraulique, mais rupture de cause hydraulique. Voilà. En bon français, je pense que c'est ce que ça veut dire. Bon, c'est la traduction qui fait ça. Chapitre 9, les fondations profondes, les pieux. Donc, le chapitre 10, c'est la stabilité globale, stabilité de la structure, stabilité d'ensemble. Voilà. Les bons français, je pense en bon français, c'est la stabilité d'ensemble. OK? Voilà. Maintenant, le chapitre 11 va regrouper tous les autres aspects de conception qu'on n'a pas eu à parler dans les chapitres précédents. Voilà, c'est comme ça. OK? Donc, pour cette vidéo-là, je pense qu'on va parler juste de ces deux chapitres-là. Le premier chapitre, c'est juste une diapositive, c'est juste une slide, donc pas trop comme ça. C'est juste introduction. Et le chapitre 2, on va attaquer aussi la première partie du chapitre 2. Voilà, c'est parti. Donc, chapitre 1, pour les généralités. Et nous savons que le secteur de la construction en Europe, là, est vraiment vital pour l'Europe, contribue plus de 10% du PIB de, de ce continent et 50% de la formation du capital. Donc, euh, il y a plus de, en tout cas, 20 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, pour dire que c'est un secteur vraiment très important pour l'Europe. Et donc, les codes, les eurocodes là,
garantissent la sécurité de la construction dans les conditions extrêmes. Ils sont aussi vraiment cruciaux pour la compétitivité mondiale, parce que les pays européens doivent compétir dans le monde entier. Donc, les 58 parties de l'Eurocode, jusqu'à 58 parties, sont utilisées depuis 2007 au profit de l'Europe et au-delà, parce qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas européens qui utilisent aussi l'Eurocode. Donc, la formation d'ingénieurs de collaboration entre Direction générale du Centre commun de recherche, Direction générale entreprise et industrie, Comité européen de normalisation et Comité technique des 150. Ces trois structures-là ont vraiment soutenu la mise en œuvre et le développement des Eurocodes. Donc, les rapports des Eurocodes, les rapports des travaux là, incluent un soutien politique, des exemples techniques, des projets et des normes, des informations générales et des informations scientifiques. Donc, tous ces documents-là contribuent à améliorer la compréhension et l'application des Eurocodes. Donc, ces cours-là, les cours ou les programmes que je suis en train de vouloir faire, donc, relèvent des documents techniques du type D, donc, c'est-à-dire les exemples techniques pour détailler des exemples, des cas pratiques, en fait. Donc, ils visent vraiment à enrichir la formation, votre formation en Eurocode 7. Donc, je vais essayer vraiment de faire le maximum possible pour vous donner des exemples, des cas pratiques de plusieurs pays. Okay? Donc, étant donné qu'il y a plusieurs types de pratiques dans plusieurs pays, les exemples que je vais faire dans ce cours-là ne va pas couvrir vraiment tous les pays, tous les pays. Voilà. Mais je pense que la France, le UK, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et je pense Italie, Irlande, ces gens de pays-là. En tout cas, il y a à peu près jusqu'à 5 pays. Mais l'essentiel est de faire comprendre que chaque pays, malgré que c'est l'Eurocode, chaque pays aussi, si vous changez d'un pays à un autre, il y a des petites différences qu'il faudra prendre en compte. Chaque pays a ses spécifications. Voilà. Donc, on va essayer de donner. Maintenant, dans l'application, dans les applications, là, je vais prendre des exemples de certains pays. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, peut-être la Belgique, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'était le chapitre 1. Chapitre D, c'est base de la conception géotechnique. Donc, dans ce chapitre, voici ce que nous allons voir. Nous allons discuter de plusieurs exemples aperçus, de plusieurs points aperçus, existence de conception, action, situation de conception, état limite, supervision, suivi et maintenance, résumé des points clés, exemple pratique, c'est-à-dire combinaison d'actions. Comment on va faire les combinaisons d'actions. Donc, ça, dans cette vidéo, on va juste parler de ces points-là. Aperçu, j'ai juste l'aperçu de la chose et un peu d'historique. Voilà. À partir du deuxième point de la vidéo prochaine, nous allons attaquer des points vraiment intéressants. Donc, aperçu d'abord. Donc, les familles des normes de conception Eurocode là, qui sont illustrées ici, nous avons plusieurs. Donc, quand vous entendez Eurocode, ce n'est pas seulement un. Il y en a plusieurs. Eurocode 1, 2, 3, 0 d'abord. Voilà. Donc, quand vous entendez Eurocode, ce n'est pas un seul. Donc, 1990, ça, c'est les bases de calcul de structure. Juste les structures. Et 91, c'est action sur les structures. Par exemple, ça peut-être c'est la neige, la pluie, le vent, les intempéries. Donc, ce sont les charges qui viennent sur la structure. Voilà. 92, conception des structures en béton. Voilà. Juste des structures en béton. Et 93, conception des structures en acier. Ça, c'est de l'acier seulement. Et 94, c'est mix acier-béton. 95, c'est du bois. Structure, conception des structures en bois.
96, c'est conception des structures en maçonnerie. Et 97, qui est là, ça, ce sont les structures, conception géotechnique. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça qui nous concerne ici. Conception en géotechnique. OK? Donc, 92, 98, conception des structures de résistance sismique. Ça, c'est juste les trucs sismiques et les tremblements de terre, quoi. Conception des structures en aluminium, c'est 99. Donc, par exemple, les fenêtres, les baies, c'est surtout des trucs en aluminium le plus souvent. Bon, les HeroCode 7 là, il y a deux parties. Pour les 7 seulement, il y a deux parties. La première partie qui concerne les règles générales. OK? Pour lui, là, on va dire EN, European Norm 1997-1, donc qui a été publié en 2004. Et la deuxième partie qui concerne reconnaissance et essai de sol, le sol là, c'est la deuxième partie, EN 1997-2, qui est publié en 2007. Donc, dans ce programme-là, on va essayer de tenir en compte les deux. Voilà. Maintenant, si vous voulez les codes eux-mêmes, là, vous pouvez aller chercher. Mais ce cours-là, ce programme-là, va essayer de faire un mélange des deux. Parce que je veux faire des trucs pratiques, des exemples pratiques de dimensionnement. Voilà, pour les trucs, les exemples qu'on a vus, les fondations superficielles, fondations profondes et les soutènements, les murs de soutènement. Voilà, tout quoi. Des cas vraiment pratiques. Okay. Donc, ici, on va parler un peu du développement et de la mise en œuvre de ces recodes 7 là, c'est-à-dire les recodes qui concernent la géotechnique, un peu historique, d'abord, de 1975 à 1980. Donc, les recodes 7 là, qui fait partie des séries des recodes, est issu de l'initiative de la Commission européenne en 1975 visant à normaliser les règles, les réglementations de construction dans les États membres. Les États membres de la Commission de l'Union européenne, ils voulaient avoir un seul code. Parce que chaque pays avait ses normes national standard. Chaque pays avait ses normes. Et ils voulaient une seule norme pour tous les pays. Voilà, pour essayer d'harmoniser les choses, quoi. Voilà. C'était l'objectif. OK? Donc, le record 7 là, axé sur la conception géotechnique, a été développé par avec la contribution de la Société internationale de mécanique du sol et de la géotechnique, génie géotechnique. Okay? Donc, vous pouvez avoir plusieurs articles de journal scientifique. C'est un journal scientifique. Donc, en surmontant plusieurs défis, le record 7 est devenu vraiment une norme de conception en géotechnique complète et qui a été adoptée par divers pays, y compris certains pays qui ne sont pas européens. Étape de code, le modèle de code a été développé entre 1981 et 1987 et la société là, Société internationale de mécanique des sols et géotechnique là, a formé un sous-comité dirigé par les professeurs Niels, ces professeurs-là, ces messieurs-là, je ne sais pas vraiment trop lire ce nom, et pour rédiger les premiers brouillons de l'Eurocode 7 pour la conception géotechnique. Donc, ces professeurs-là, je pense que c'est un Danois, l'Académie danoise d'ingénierie, celui qui a présidé et qui a coordonné, président et coordonnateur de l'Eurocode 7
1980 à 1998. Donc, des représentants des pays membres de la Communauté économique européenne ont collaboré euh, pour établir ça. Donc, ont collaboré à ces processus. Donc, voici un exemple, une photo qui montre un peu les membres. Et cette photo a été prise pendant la réunion du comité en janvier 1983. Et si nous essayons de voir les premiers rangs, de gauche vers la droite, le premier, je pense que c'est Trevor, un Irlandais, et d'ailleurs c'est lui, le document, cette photo-là vient de tirer de sa référence. Je pense que c'est lui. Et on a Demetrios, et je ne sais pas trop, c'est un Grèce, celui-là. Je ne peux pas lire leurs noms, mais au moins c'est les noms de leur pays, je peux me débrouiller pour lire ça. Et le professeur Niels, qui est là, je pense, les Danois. On a un autre du Pays-Bas, celui-là, je pense. Et les rangs du milieu, ces rangs-là, je pense que c'est les trois qui sont là. On a un de l'Allemagne, Allemagne représentant ce pays-là, je ne sais pas ce pays-là, c'est quel pays. On a aussi un Irlandais. Les rangs de derrière, on a un qui vient du Royaume-Uni, l'Angleterre. On a un qui vient de la Belgique. On a un de la France. On a un autre de l'Italie et un autre encore des Pays-Bas. Voilà. À peu près, le comité, je pense que c'est le tout premier. Hein. Donc, l'implication, par contre, l'implication de ces gens-là, de la Société internationale des mécaniques des sols et de la géotechnique, là, leur implication a été vraiment débattue parce qu'ils ne sont pas des spécialistes des normalisations, en fait. Donc, malgré cela, quand même, ils ont fait un bon travail et en impliquant des nouveaux membres qui ont rejoint. Et après avoir fait 22 meetings, 22 réunions pendant 6 années, le projet du modèle, du code modèle, juste le modèle, c'est comme le squelette, a été achevé et soumis à la Commission européenne en 1987. Et c'est ça comme ça. Voici le premier modèle qu'ils ont soumis, qu'ils ont donné, qu'ils ont soumis à la Commission européenne. Donc, vous pouvez lire le code 7. Voilà. Draft model. Et décembre 1987. Donc, après, il y a une autre période. Première étape du projet. Donc, l'autre, c'était juste le brouillon, le code, le modèle du code. Donc, après ça, il y a eu une première étape du projet, 1988-1989. Après avoir soumis le modèle du code, un comité de rédaction plus restreint à seulement 7 membres, dont le professeur lui-même, ce professeur Niels, a été formé par la Commission européenne. Et ce panel de travail-là, a travaillé de manière indépendante pour la Commission, a dû relever des défis en raison de l'ampleur croissante des travaux de l'Eurocode. Donc, en 1989, en raison de plusieurs défis et du fait que ces membres-là ne sont pas vraiment spécialisés dans la standardisation des choses, donc le projet a été transféré au Comité européen de normalisation, les CEN. Donc, mais avant le transfert, avant de transférer ça, ils ont au moins fait
un premier brouillon qu'ils ont soumis, qu'ils ont remis à la Commission européenne. Donc, mais c'était incomplet, quoi. Donc, ils ont soumis à la Commission en novembre 1989 et le tout premier, le projet incomplet d'Eurocode 7. Donc, comme vous le voyez ici, par exemple, voici les tout premiers documents qu'ils ont. Parce que les premiers qu'ils avaient remis, c'était juste, j'allais dire, le modèle du code. Et là, c'est le code même, lui-même, et la première partie, inachevé. Chapitre 1 jusqu'à chapitre 10, comme vous voyez. Donc, vous voyez ici, c'est écrit en anglais, First Incomplete Draft, November 1989. Voilà. C'est le premier brouillon incomplet. Et voici le professeur Niels qui a conduit ce projet. Donc, après ça, ils ont transféré, c'est ces documents-là qu'ils ont transféré. Ils ont transféré à la Comité européen de normalisation. Donc, une fois là-bas, il entre une autre phase qu'on va appeler phase essai entre 1990 et 1994. Donc, les travaux de l'Eurocode ont été transférés à la Comité européen de normalisation le 1er janvier 1990. Et ils ont créé le comité TC 250 des Eurocodes structuraux qui sont supervisés en supervisant les travaux avec des représentants des organisations nationales de normalisation. Donc, ça veut dire que chaque pays a sa normalisation, des représentants pour chaque pays, on va dire. Donc, il y a un sous-comité SC7, juste pour la conception géotechnique, c'est-à-dire Eurocode 7, qui a été formé avec les mêmes professeurs comme organisateurs, comme coordinateurs. Donc, des projets d'Eurocode 7 ont été envoyés aux pays membres du comité européen de normalisation là, pour des commentaires. Donc, ils ont reçu plus de 1800 commentaires. C'est-à-dire chaque pays, chaque membre, chacun va donner des commentaires. Pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça, pourquoi. Ils vont dire, ils vont donner des commentaires, jusqu'à 1800 commentaires. Et l'équipe du projet 1, qui fait partie de ce sous-comité-là, a répondu à ces commentaires. Donc, une version ENV, version d'essai standard, c'est juste version essai de la version que nous avons actuellement, a été achevée après 22 réunions et a été ratifiée en mai 2023, hein, qui a été publié, ça a été publié en 1994. Donc, voici cette version-là, la version d'essai. Et vous pouvez peut-être lire ici ENV 1997-1 1994. Donc, cette version. Donc, maintenant, les phases de cette version, la premièrement publiée en 1994, ils vont travailler dessus encore entre 1995 et 1998. Vous voyez que ça prend vraiment du temps. Après la publication initiale de ces recours 7 en 1994, donc il y a eu des inquiétudes et des discussions concernant sa mise en œuvre. Okay? Donc, un séminaire international s'est donc tenu en 1996 pour répondre à ces préoccupations-là et indiquer un accord général sur la philosophie de l'Eurocore 7. Donc, cela a conduit à la décision de convertir la version d'essai là à la version standard normale que nous avons aujourd'hui. Donc, pour répondre aux préoccupations spécifiques, le groupe de travail 1, Work Group 1, WG1, a été créé en 1997. Donc, peut-être vous comprenez pourquoi c'est écrit Eurocode 97 là, qui comprenait des représentants de chaque membre de la Comité européen de normalisation, chaque pays. Donc, le groupe de travail 1 là, GT1 là, s'est concentré sur
sur les aspects techniques et ils ont introduit de nouveaux cas avec des facteurs de résistance partielle. Donc, les KD1, KDD. Nous allons voir ces cas-là plus tard dans ce programme, dans ce cours-là. Les sections élargies dans les normes. Donc, la norme standard maintenant, la version finale, ils ont travaillé sur cette version finale-là entre 1999 et 2004. Donc, après l'achèvement des travaux préliminaires par le groupe de travail 1 en 1998, il y a une nouvelle équipe de projet 1, donc PT1, PT1, qui a été formée en 1990 pour convertir maintenant le projet là à la norme formelle maintenant. Donc, ce projet, l'équipe projet 1, projet 1 là, dirigé par ce professeur là, Ulrich, a finalisé le projet de l'Eurocode 7 là en octobre 2003 en introduisant des approches de conception répondant aux préoccupations de la version d'essai. Donc, ce projet-là a été approuvé à l'unanimité par vote formel. Ils ont fait des votes de janvier à mars 2004. Et le comité européen de normalisation a ratifié ce projet-là en tant que norme européenne pour la conception géotechnique, la partie 1. Donc, ce qui veut dire Eurocode, partie 1 de l'Eurocode, ce qui concerne les règles générales. Donc, EN 1997-1 et le 23 avril 2004 qu'il a été ratifié. Après ratification maintenant, il y a eu des traductions parce qu'il faut faire plusieurs langues. Les pays ne parlent pas la même langue. Donc, toutes les langues. Et la norme a été publiée le 24 novembre 2004. Et il y a eu une autre publication par cette référence-là d'un guide pour aider les gens à mettre en œuvre l'Eurocode 7 la même année. Donc, le développement et la mise en œuvre de l'Eurocode 7 continue maintenant avec les étapes de mise en œuvre. Entre 2005 et 2010, donc l'Eurocode 7 est devenu une norme nationale dans chaque pays membre de la Commission européenne de normalisation, là, avec des paramètres spécifiques dans la partie index pour chaque pays. OK? Donc, les pays ont adopté ça en 2007 avec une période de coexistence jusqu'en mars 2010. Donc, c'est-à-dire en 2007-2010, là, vous pouvez utiliser tous les deux la norme nationale que vous utilisez avant l'Eurocode et l'Eurocode en même temps. Mais après les 2010, c'est l'Eurocode qui va gouverner maintenant dans la pratique, en conception. Et après ça, il y a eu des discussions et des ateliers ont permis d'établir des paramètres de sa mise en œuvre. Après ça, il y a eu une étape de surveillance et de maintenance de l'Eurocode aussi. Donc, le comité européen commun de la recherche en Italie, ce comité-là supervise la mise en œuvre de l'Eurocode dans les pays membres en maintenant une base de données des paramètres choisis. Donc, si un pays décide d'écarter les valeurs recommandées là, il doit fournir des justifications expliquées. Donc, il y a un groupe de maintenance de l'Eurocode 7 qui a été créé pour collecter les corrections et proposer des révisions. Et je pense qu'il y a eu une révision en 2009, je ne suis pas sûr, 5 ans après la première publication. OK, je pense que il y a eu aussi des défis pendant le développement de l'Eurocode là. Et ces défis-là, vu que l'Eurocode, il voulait faire pour plusieurs pays, pour unifier les normes, et ceux qui ont rédigé ça, ils ont eu vraiment affaire à 3 défis majeurs. Le premier étant la conception géotechnique harmonisée
avec la conception structurale. Et la question de la structure, quoi. C'est-à-dire Eurocode EN 99, 1990. Et aussi, il devait prendre en compte les caractéristiques particulières du sol, parce que le sol a vraiment des particuliers, un matériau vraiment particulier. C'est lui qui dicte ces lois, on ne peut pas décider. Donc, qui ont entraîné la nature unique de la conception géotechnique. Et finalement, il fallait que leur travail soit accepté par la communauté géotechnique européenne. Donc, concernant ces deuxièmes cas-là, ces deuxièmes challenges-là, il y a ce tableau-là qui présente un peu certaines différences entre le sol et l'acier, par exemple. Par exemple, quand vous prenez le sol, c'est un matériau naturel. Alors que l'acier, c'est quelque chose qu'on fait dans les usines, qu'on fabrique dans les usines. Donc, ce qui fait que pour le sol, en géotechnique, les propriétés du sol sont à déterminer. Ils ne sont pas spécifiés dans les usines. Donc, on a besoin de faire des études du sol. Et deuxièmement, le sol a jusqu'à 3 phases. La phase, il y a une partie solide, partie liquide et partie gazeuse. Encore le cours de mécanique du sol, si vous vérifiez. Les grains solides, l'eau dans le sol et l'air. Donc, il y a l'indice des vides et la porosité, tout ça. Alors que l'acier, c'est une seule phase, c'est la phase solide seulement. Donc, on a besoin de considérer, pour ce qui concerne le sol, on a besoin de considérer aussi l'eau et la pression de l'eau, pas seulement le sol. Et aussi, le sol n'est pas homogène. Le sol varie vraiment beaucoup d'un endroit à un autre. Il y a la friction aussi. Il y a plusieurs comportements du sol qui font que la géotechnique est vraiment un domaine très complexe. Par exemple, quand vous prenez des bétons comme ça, vous pouvez décider. Il n'y a pas trop de variations comme ça. Et vous pouvez souvent même décider des paramètres de votre béton et essayer d'obtenir ces paramètres. Pour l'acier aussi, c'est pareil. On peut décider, voilà, cet acier-là, c'est tel acier, c'est tel acier. Mais par contre, le sol, il s'impose à nous. C'est à nous d'essayer d'identifier les paramètres du sol en place. Voilà. Donc, c'était un peu les challenges qu'ils ont eu à rencontrer pendant le développement de l'Aérocode. Ok, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. On va essayer d'attaquer maintenant la deuxième partie de ce chapitre-là à partir de la vidéo prochaine. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.